Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma conférence Gaming et Industrie, la double vie d'Unreal Engine. Je me présente rapidement, je suis Nora Landurin. Je travaille depuis un peu plus de 2 ans chez Soprasteria sur des sujets surtout autour de la simulation. Et notamment, ça fait 2 ans que je travaille maintenant sur Unreal, que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc ça a été une petite introduction sur le sujet que je trouve qui est peu représenté en général dans les conférences. Je vais commencer par cette petite vidéo qui est sortie en 2023 maintenant. Donc c'est le jeu vidéo Unrecord qui n'est pas encore sorti, mais qui est en train d'être développé par le studio rennais justement, Drama. Quand il est sorti, il a fait un peu polémique parce que tout le monde pensait que c'était pas des vraies images de jeux vidéo, qu'ils avaient trompé leurs images, que c'était des vraies images et tout ça. Alors qu'il s'est avéré que c'était bien fait par un moteur de jeu qui est donc Unreal. Et je vais vous présenter aujourd'hui quelques fonctionnalités qui permettent justement d'avoir ce genre de rendu très réaliste. Donc déjà, qu'est-ce qu'Unreal ? Unreal, c'est créé et développé par Epic Games. La première version est sortie en 1998 et la version actuelle, donc la version 5, est sortie en 2022. Et il y a à peu près une nouvelle version tous les 6 mois. Donc là, on en est à la 5.6 depuis un peu moins d'1 mois. Donc Unreal, c'est un moteur de jeu. Un moteur de jeu, qu'est-ce que c'est ? Ça va être une boîte à outils qui va permettre aux développeurs de tout retrouver dans un éditeur. Vous avez un aperçu de l'éditeur Unreal juste ici. Donc le moteur va être responsable du rendu, donc ça veut dire qu'il va être responsable de l'affichage des objets 3D dans la scène. Il va gérer les textures et comment elles sont appliquées sur les objets. Il va être responsable de la physique, donc c'est les interactions entre les objets. Donc par exemple, il va détecter les collisions, simuler la gravité ou encore d'autres fluides, genre de l'eau par exemple. Il va gérer les assets au sein du projet, donc ça peut être des modèles 3D, ça peut être des sons, des animations, tout ce genre de choses. Bien sûr, il va y avoir des scripts qui vont permettre de lier tout et d'ajouter de la logique à notre scène. Donc sur Unreal, on est sur du C++. Et enfin, il va donner aussi à l'utilisateur des outils pour réaliser l'optimisation de son projet, dans le but d'améliorer les performances. Donc un moteur, ça permet de gagner beaucoup de temps à l'utilisateur grâce à son éditeur qui va regrouper tous ces outils. L'un des avantages aussi, c'est que c'est multiplateforme, donc un seul code va permettre de réaliser un projet sur Windows, sur PC ou également sur console. Les principaux moteurs de jeu, on a Unity et Unreal, donc Unity qui est l'un des principaux concurrents. Et il y en a d'autres également, par exemple, les producteurs de jeux vidéo ont généralement leur propre moteur, donc ils ne sont pas forcément accessibles au public, mais ils existent également. Donc quand on parle de moteur de jeux vidéo, forcément ça permet de faire des jeux vidéo. Les plus connus réalisés par Unreal sont forcément Fortnite, qui est réalisé par Epic Games. Mais récemment, on a également Clair Obscur, qui a été réalisé avec Unreal. Mais hors de tous ces aspects jeux vidéo, je voulais parler de ce qui est un peu moins connu, mais qui est également créé avec des moteurs. Donc on a par exemple, pour tout ce qui va être au niveau des films, par exemple le dernier film Dune a utilisé Unreal pour sa pré-production. Donc en fait, ils ont voulu juste simuler la lumière sur leurs acteurs avant de réaliser le film, donc pour voir comment ça allait rendre. C'est également utilisé au niveau des jumeaux numériques. Donc un jumeau numérique, c'est une représentation virtuelle d'un système réel. Là, on a un exemple avec l'aéroport de Singapour. Donc, en fait, on va avoir une maquette 3D qui va représenter l'aéroport et on va lui apporter des données réelles en temps réel qui vont provenir de capteurs, de caméras, de bases de données, tout ce genre de choses. Et on va les afficher, du coup, dans le moteur, comme vous pouvez le voir ici. Donc on va avoir en temps réel où sont les avions sur la piste, où sont les taxis, on peut même avoir les personnes, tout ce genre de choses. Et il n'y a pas que l'aéroport de Singapour, il y a par exemple la ville de Wellington en Nouvelle-Zélande qui a aussi fait son propre jumeau numérique. Les jumeaux numériques, ça va permettre de faire de l'optimisation des lieux, de l'analyse sur ce qui se passe. Par exemple, il y a aussi des métros qui ont beaucoup de monde qui ont fait leur jumeau numérique pour voir comment ils pouvaient améliorer les lieux. Autre cas d'utilisation, ça va être en simulation, donc en VR ou non. Là, c'est des exemples en VR qui vont permettre par exemple, de simuler des entraînements, que ce soit pour l'armée, pour des chirurgiens, pour de la réparation d'avions. Qui va permettre du coup de ne pas utiliser du vrai matériel qui va coûter plutôt cher et de tout faire en VR à moindre coût.
On me pose souvent la question de quel genre de PC il faut pour coder et réutiliser Unreal. Donc on va pas se mentir, c'est plutôt on m'a demandé beaucoup de performance, donc il faut forcément un GPU, beaucoup de stockage. Un projet Unreal peut vite monter jusqu'à 50 Go ou plus en fonction de ce qu'on utilise. Donc j'ai rapidement mis un petit tableau des spécifications recommandées. Donc une fois qu'on se dit c'est bon, on va utiliser Unreal, donc là c'est la première page, quand on lance Unreal, c'est la première page du moteur qui va proposer pour créer votre projet. Donc quand vous allez voir créer votre projet, il va proposer des templates. Un template, c'est un projet type qui va donner à l'utilisateur déjà des bouts de code pour l'aider. Par exemple, je veux faire un jeu, un FPS, je vais utiliser le template first person qui va donner à l'utilisateur déjà un personnage qui va pouvoir bouger, il aura ses animations, il va déjà pouvoir avoir les interactions avec les éléments dans la scène. Si on est plutôt une entreprise, on va utiliser plus des templates, par exemple le template simulation, qui va proposer un terrain de très grande taille, qui va avoir un plugin de géoréférencement. Donc ça veut dire que, par exemple, mon aéroport, il va me donner des avions, leurs coordonnées en fait, dans la vie réelle. Et moi, je vais devoir les transposer en coordonnées Unreal, donc grâce au plugin de géoréférencement, par exemple. Dernière chose, par exemple, le template Virtual Reality, qui est très utile, qui va donner à l'utilisateur directement les blocs pour comment je vais interagir avec les éléments dans mon monde virtuel, comment je vais pouvoir me déplacer, me téléporter, tout ce qu'on veut faire en réalité virtuelle, déjà implémenté, et on peut même le tester avec tous les casques qui sont compatibles OpenXR, et ça va marcher directement avec le template. Donc ça permet à l'utilisateur de ne pas partir d'une feuille blanche si on ne connaît pas forcément... on ne sait pas forcément comment ça s'utilise et ça permet d'avoir des exemples créés directement par Epic Games. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que pour coder sur Unreal, c'était du C++, mais il y a une autre façon de faire, c'est les blueprints. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais donc c'est de la programmation visuelle à base de graphes. Donc en fait, ça va être des nœuds qu'on va pouvoir placer et relier les uns avec les autres, avec des flèches tout simplement, et après ils vont être joués de façon séquentielle. Donc là, par exemple, je lance la vidéo. Dès que le personnage va s'approcher de la porte, ça va déclencher un événement. On va ouvrir la porte. Une fois que la porte est ouverte, je joue un son. Et tout ça va être réalisable très facilement en fait, avec les blueprints. Ça permet à des utilisateurs qui ont peu de connaissances en programmation, qui n'ont pas forcément envie d'apprendre le C++, de pouvoir faire quelque chose très rapidement. Notamment chez Soprasteria, par exemple, on avait des clients qui, eux, voulaient toucher que du blueprint et pas du tout au C++, donc on devait s'adapter et proposer ce genre de choses. Donc, il y a quand même des différences entre le blueprint et le C++. Déjà, il faut savoir qu'on peut totalement faire un jeu vidéo qu'en blueprint, c'est possible, mais on peut utiliser également les deux, et c'est ce qui est même plutôt conseillé, ce que je conseille. Un blueprint, ça va être forcément plus facile, c'est visuel, c'est plus rapide pour faire des premières interactions. Mais par contre, c'est un fichier binaire, donc si on veut le partager sur Git et le relire, ça va être compliqué. Et donc là, c'est des blocs. Donc si on imagine qu'il y en ait beaucoup plus, ça peut très vite devenir complexe et illisible. Dans certains cas, c'est moins performant. Il faudra mieux se tourner vers du C++. Mais par contre, l'apprentissage est plus long et il y a peu de documentation en C++. Des fois, même Epic Games conseille d'utiliser du blueprint pour certaines actions. Par exemple, celle-ci. Donc là, si je veux appuyer sur Z pour déplacer mon personnage, donc dans tous les cas, il va falloir déclarer l'input dans le projet. En C++, je vais devoir dire que mon input est relié à une fonction, que ma fonction, c'est celle du haut, qui va récupérer la position de mon personnage, lui ajouter sa position et après lui redonner. Donc ça, tout ça, il faut faire ça. Ensuite, il faudra compiler avec Visual. Donc ça prend quand même un peu de temps juste pour déplacer un personnage, alors qu'en Blueprint, ce sera juste 4 nœuds à placer tout simplement. Il n'y aura pas plus de choses à faire. La compilation de Blueprint est également beaucoup plus rapide. Donc on va avoir quand même des rendus très rapidement. Et là, c'est l'un des principaux risques. Si on utilise les blueprints, c'est que ça devienne comme ça, un vrai code spaghetti, où on ne s'en sort plus du tout. Donc il y a quand même des bonnes pratiques à mettre en place en blueprint, comme dans tout code. On peut mettre des commentaires, on peut créer des fonctions. On n'est pas obligé de tout avoir, tous ces blocs-là, dans une même page. C'est possible. Et c'est même recommandé, parce que sinon, 2 semaines après, même un développeur ne peut pas relire ce qu'il a fait, tellement ça devient compliqué. Ça, c'est pour les premières bases de qu'est-ce qu'Unreal, comment on peut coder. Maintenant, je vais vous parler des principales fonctionnalités qui sont sorties avec la version 5 en 2022 et qui ont un peu révolutionné du coup, les moteurs de jeu. La premier composant, ça va être l'humain.
Lumen, c'est un composant qui va permettre de réaliser l'éclairage global et dynamique dans la scène. Donc ça va permettre d'avoir vraiment une lumière très réaliste. Il va calculer les rebonds, les reflets, les ombres sur la scène. Donc on voit le avant-après. Les reflets sont beaucoup plus réalistes sur la mer. Les zones d'ombre également. Et on peut même avoir un aspect un peu de contre-jour qui n'était pas possible avant. Et l'un des grands avantages aussi de Lumen, c'est que c'est un calcul en temps réel et que c'est dynamique. Donc ça veut dire que si j'ai un personnage qui va arriver avec une lampe, qui va casser un objet, qui va faire quelque chose, l'ombre, la lumière va se modifier en fonction de ce qui se passait. Alors qu'avant, ce n'était pas forcément possible. Et c'était des calculs à faire en amont. Deuxième grande nouveauté, c'est Nanite. Donc, avant Nanite, on avait un système de LOD, donc pour Level of Details. Donc, ça veut dire qu'on avait un graphiste pour un même modèle 3D, par exemple le lapin. Il devait créer plusieurs variantes. Donc, pourquoi on faisait ces variantes? C'est parce que, par exemple, là, si vous avez une scène avec autant de voitures, de bâtiments, on ne peut pas se permettre de tout dessiner en très bonne, de façon très jolie, en fait, avec tous leurs triangles, parce que forcément, on va avoir des problèmes de performance. Donc, si là, avec l'exemple du lapin, il est affiché tout près de ma caméra, que je suis censée le voir au premier plan. Je vais l'afficher en 69 000 triangles parce que je veux que l'utilisateur le voit très bien. Par contre, s'il est à 10 mètres et que je le vois à peine, on peut se permettre de l'afficher avec 70 triangles parce que l'œil ne va pas voir la différence entre les premières et la dernière version, alors que par contre, niveau calcul, ça va se sentir. Donc, on devait avoir toutes ces variantes et calculer manuellement, en fonction de la distance avec la caméra, quel modèle j'affiche. Donc ça, c'était avant Nanite. Avec, du coup, c'est une découpe maintenant qui est intelligente du modèle 3D. Donc on lui donne juste le modèle qu'on veut, le tout premier, et il va se débrouiller tout seul de faire ce découpage. Il va également se baser sur la taille de l'objet à l'écran. Donc plus il va prendre de l'espace, plus il va le faire en sorte qu'il soit qu'il soit joli à l'écran. Et également ce qu'il est capable de faire, vu qu'il découpe très facilement l'objet. Si par exemple mon lapin est à moitié caché par un arbre, il va seulement afficher la partie visible du lapin, alors qu'avant il fallait afficher tout le modèle. Et dernière grosse nouveauté que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le Word Partition. Le Word Partition, donc, ça va être très utile si par exemple on a des mondes ouverts, si on a notre ville de Wellington qui a un très grand terrain. Comment ça se passe? Parce qu'on ne va pas pouvoir charger entièrement le terrain sur la RAM, on se rend compte que ça ne va pas être possible. Donc avant ça, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que le développeur découpe manuellement son terrain en zones. Donc il découpait tout son terrain, et après, en fonction de là où est le personnage, où est la caméra, il doit afficher les bonnes zones et faire en sorte qu'il ne puisse pas voir le vide. Donc il doit avoir un compromis entre le nombre de zones affichées et les performances qu'il veut. Avec le Word Partition, ce découpage, il est fait automatiquement. Il n'y a plus rien à faire. Et il va être capable de charger un rayon autour du personnage, ce qui avant c'était des zones rectangulaires, on n'avait pas vraiment le choix. Donc, une fois qu'on a ce terrain, on veut peut-être peupler avec des modèles 3D, des personnages. Parce que les personnages, c'est quand même très compliqué à définir. Si vous me le demandez, je vais plutôt faire la partie qui est à droite, à gauche, avec ce bonhomme cubique, alors qu'aujourd'hui, on veut quand même les rendus qu'on trouve dans les jeux vidéo actuels. Donc, par exemple, The Witcher 4 qui a sorti ces personnages-là pour le prochain jeu. Et d'ailleurs, c'est réalisé grâce à MetaHuman, qui est édité par Epic Games, et qui est intégré dans l'éditeur maintenant d'Unreal, qui va permettre de réaliser vos personnages très simplement, un peu à la manière des Sims, où simplement avec votre souris, vous allez pouvoir déplacer les zones du visage du personnage, modifier sa taille, ses cheveux, tout ça dans l'éditeur. Et après, vous pouvez l'intégrer dans votre jeu, lui affecter des animations, grâce à MetaHuman, tout simplement. Et niveau objet, si on veut et qu'on ne sait pas forcément non plus utiliser un logiciel de modélisation, il y a la Fab qui existe. La Fab, ça va être un magasin d'assets qui va permettre de trouver des modèles 3D, des sons, des images. En fait, tout objet qui peut être dans Unreal peut se retrouver sur la Fab. Donc après, ça va être plus ou moins payant ou gratuit, plus payant quand même.
On a par exemple Megascan qui propose, qui est le fait le plus connu, qui va proposer des arbres et des objets, mais photoréalistes, puisqu'en fait, ils vont scanner dans la vraie vie des objets et les retransmettre en modèle 3D par la suite. Donc c'est par exemple Unrecord, c'est ce qu'ils utilisent et c'est pour ça qu'ils ont des rendus photoréalistes. Donc entre autres, ils utilisent des objets de Megascan. Ils font également des textures. Donc une fois qu'on a ces modèles très photoréalistes, on va juste ajouter la lumière, par exemple avec Lumen, ajouter Nanite pour l'optimisation, et avec tout ça, on va pouvoir avoir des rendus, comme sur les images là, très réalistes. Et petit aparté, par exemple, pour la forêt qu'on voit ici, donc on ne va pas s'amuser à placer chaque caillou, chaque bout de bois, chaque arbre à la main, ça va prendre beaucoup trop de temps. Pour ça, il y a également des outils qu'on peut utiliser. Donc soit on peut le faire de façon procédurale, soit on peut peindre tout simplement notre terrain. On va choisir des modèles 3D, dire qu'on veut de l'aléatoire dans les tailles, dans la position, et on va juste peindre notre terrain pour qu'il puisse faire tout seul ce genre de rendu. Donc c'est possible avec les forêts, mais on pourrait également le faire avec des villes, tout ce qui est un peu répétitif. Donc là, avec Nanite, Lumen et tout ça, je vous ai peut-être vendu du rêve, mais sauf que quand c'est sorti dans la version 5, il y avait des gros problèmes de performance. Sur l'un des projets que j'étais sur la version 5.1, on a dû désactiver Lumen, on a dû revenir au LOD alors qu'on utilisait Nanite parce que c'était pas possible, on avait des performances bien en dessous des 60 fps. Donc c'est des genres de choses qui continuellement est en train d'être améliorées par Unreal. Par exemple, la dernière version 5.6, si vous avez vu l'Unreal Fest, ils promettent d'avoir 60 fps sur un monde ouvert, donc avec The Witcher notamment. Tout ce genre de choses donc, qui sont forcément en train d'être améliorées au cours du temps. Unreal, c'est quand même actuellement l'un des principaux moteurs de jeu du marché. Il est très pratique à utiliser. On peut vraiment avoir des résultats réalistes très facilement, très rapidement avec les blueprints, en juste glissant, déposant des objets sur notre terrain. Il est utilisé, comme on l'a vu, pas que dans les jeux vidéo, mais dans vraiment beaucoup de secteurs, et de plus en plus. Donc certes, il y a besoin de grosses machines, donc on est plutôt sur des PC et gamers. Mais donc voilà le résultat qu'on peut avoir. J'espère que cette présentation vous a plu. Il y a un petit QR code si vous voulez donner votre avis. Si vous avez des questions, normalement on a le temps parce que je suis allée un peu rapidement. Merci. Merci pour cette présentation. Est-ce que tu es déjà au courant de features à venir sur Unreal 6, une date de sortie et des grosses features? Est-ce que ça leak un petit peu? Je ne sais pas du tout ce qu'ils vont prévoir. Je sais que la version 6, ils me disaient que c'était pas avant au moins 3 ans, il me semble. Ah oui, quand même. Il y a une roadmap qui est disponible sur Internet qui montre tout ce qu'ils prévoient de faire. Après, ça peut arriver avant la version 6. Donc là, par exemple, la 5.6, ils ont sorti beaucoup de nouveautés. Donc à voir ce qu'ils vont sortir, mais Ok. j'ai hâte. Merci. Un, deux. Merci pour la présentation. J'avais une question quantitative. Aujourd'hui, dans un jeu moderne, quelle part du travail va être l'utilisation du moteur pour les développeurs et quelle quantité de travail, enfin, en proportion, va être développé du code indépendant du moteur? Il y a quand même une bonne partie, je pense, qui va être réalisée par les développeurs parce que les optimisations d'Unreal ne vont pas toujours suffire. Donc je pense qu'il y a quand même une grande part qui vont modifier forcément. Après, en plus des développeurs, il y a forcément des graphistes, plein de métiers qu'on ne pense pas forcément qui vont aussi intervenir. Donc c'est quand même beaucoup de choses. Mais ils vont passer une grande part, je pense, au moins plus de 90% de leur temps, ça va être eux qui vont coder les choses, je pense.
Merci pour la présentation. J'avais une petite question. Est-ce que du coup l'éditeur Unreal que tu nous as montré, c'est quelque chose qu'on peut télécharger nous-mêmes, qu'on peut utiliser ou Oui, totalement. Il faut aller sur le site d'Epic Games. Donc, on va en fait le même logiciel qui va permettre de lancer Fortnite, qui permet de tout télécharger. Il y aura un onglet Unreal. On peut télécharger la version qu'on veut. Et après, on suffit de le lancer. Et donc, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin de licence en fonction du nombre d'argent qu'on va gagner avec le jeu. Il n'y a pas forcément besoin de licence au début. Ok, d'accord, merci. J'imagine que pour la simulation que tu as montrée, il n'y a pas besoin de faire de spécificité entre les différents GPU. Mais est-ce qu'il y a cette possibilité justement d'avoir des features selon les GPU? Pour un même projet? Vous voulez dire Oui, pour un jeu, typiquement, voilà, il y a des GPU qui ont certaines capacités sur le ray tracing et d'autres pas. Est-ce que... Alors après, tu n'as peut-être pas été confronté à ça. Après, ça va être comme dans les jeux vidéo où l'utilisateur va pouvoir choisir, en fonction des performances de son PC, choisir s'il affiche en très bonne qualité les textures ou au contraire en très basse qualité. C'est des choses qui vont être possibles en fonction des performances du PC. Petit ou non le ray tracing, tout ce genre de choses, ça va être possible, oui. Et ça, c'est géré par le code ou par... C'est géré facilement, mais il y a quand même l'utilisateur qui doit faire quelques manip derrière. C'est pas Unreal. Unreal peut le faire tout seul sur l'éditeur, mais sur le projet, une fois qu'il est terminé, qu'on a l'exécutable, là, c'est au développeur de faire quelque chose avant, de lui donner les possibilités. Ok, merci. Alors moi, c'était une petite une petite question pour comprendre un peu plus de choses. Je connais pas le domaine. Pour quelqu'un qui fait de la modélisation, je sais pas moi, sur Blender ou autre logiciel, comment est-ce qu'il y a des moyens d'importer dans Unreal les modèles qu'on a fait? L'animation, du coup, je suppose qu'on la touche pas dans le logiciel, on va la faire du coup interactive dans Unreal. Oui, c'était ça ma question, comment ces logiciels interagissent. Totalement, Blender, on peut totalement exporter les modèles 3D et puis après les reprendre dans ce projet. Donc il n'y a pas que le Blender, mais en fait à chaque fois, faut regarder donc tous les modèles compatibles Unreal et généralement ça va être possible. Côté animation, il me semble que normalement on peut aussi importer les animations Blender. On peut également les faire dans Unreal, mais oui, c'est totalement possible. Merci pour ta présentation. J'aurais voulu savoir, pour ce qui est de la collaboration, pour des projets comme ça où on travaille avec plusieurs personnes, quelles sont les contraintes? Est-ce qu'on peut utiliser les mêmes outils, par exemple Git, qu'on peut utiliser dans des projets plus classiques? Alors au niveau collaboration, c'est quand même compliqué au début. Vu que c'est que des fichiers binaires, on ne peut pas forcément tous modifier en même temps et tout ça, ça va devenir compliqué. Ce qui est pour le terrain, par exemple, si on modifie tous le terrain, en fait, on va pouvoir le découper. Donc ça va faire plusieurs fichiers, donc chacun va pouvoir modifier sa partie comme ça. Généralement, Git, c'est pas ce qui est conseillé pour Unreal. Ça va plutôt être des logiciels comme Perforce, qui fonctionnent à peu près de la même façon, mais du coup, c'est autre chose. Tout ce qui est jeux vidéo, en fait, dans même Epic Games, ils utilisent Perforce pour ça. Mais c'est quand même compliqué de travailler en équipe. Après, il y a des choses, des plugins qui vont permettre de bloquer pendant que, par exemple, si je modifie un acteur, je vais bloquer pour que les autres puissent pas le toucher en même temps que moi. Il y a plein de choses comme ça qui sont mises en place. Donc, au final, ça va, mais au début, quand on est des petites équipes qu'on ne connaît pas trop, oui, ça peut paraître compliqué. Merci. Merci pour la présentation. J'ai une question par rapport à la notion de blueprint là, qui a apporté une surcouche de
de facilitation pour faire du code, enfin justement pas du code, mais pour faire des jeux vidéo. Et je me demandais l'intégration de l'IA, de l'intelligence artificielle générative. Comment est-ce que ça pourrait amener encore de la facilité pour je sais pas, un développeur ou même quelqu'un qui s'initie et qui ne connaît pas justement du C++ ou qui ne veut pas faire du blueprint comment est-ce qu'on pourrait avoir du gain Est-ce qu'il existe des... On peut intégrer l'IA dans Unreal. Après, je l'ai jamais fait, donc je pourrais pas le dire. Après, utiliser de l'IA générative pour coder, on peut lui poser des questions. Il va être capable de dire on utilise tel nœud, qu'on va relier à tel nœud, qu'on va relier à tel nœud. En fait, il va être capable de donner toute la démarche. Ça, c'est possible. Il va donner également C++ si on veut le faire. Donc, on peut l'utiliser pour s'aider à coder. Par contre, pour l'intégrer dans Unreal directement, ça, je ne sais pas. Merci. Merci à vous.